je dirais qu'en fait, dans les maladies rares, ce qui est frappant, c'est qu'il y a très peu de programmes et pourtant, c'est pour eux que c'est le plus utile. Pourquoi c'est plus utile pour les maladies rares? Parce qu'ils sont isolés. L'expertise est loin, l'expertise est rare. Et quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller voir son médecin traitant. Il connaît la plupart du temps pas votre maladie. Donc c'est important que le malade, il y a une nécessité vraiment, que la personne malade et l'entourage de la personne malade, les aidants familiaux, soient les plus experts possibles de la maladie pour être eux-mêmes acteurs quand il y a des évolutions, quand il y a de la prévention, etc. C'est très très important. Et pourtant, l'ETP l'objet qui recherche cet objectif de rendre le malade et les aidants experts, eh bien, il n'y en a pas dans les maladies rares ou quasiment pas. Alors les freins, eh bien, bon, c'est assez simple, évidemment, dans les maladies rares, monter un programme d'ETP quand il y a 50 malades en France. Voilà, c'est pas simple de réunir 8 personnes dans un endroit unique. Les malades sont dispersés, il y a une rareté de l'expertise médicale et puis il y a l'éloignement du centre de référence où la plupart du temps est développé le programme d'ETP quand il existe. Et donc vous voyez que le format qui a été pensé pour des maladies chroniques fréquentes n'est pas du tout adapté à notre monde des maladies rares. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste pas adapté. Et puis il y a des freins structurels, alors là qu'on partage avec les maladies chroniques fréquentes, c'est la lourdeur administrative pour déposer un dossier. Alors ceux qui l'ont fait savent de quoi je parle, mais voilà. Et puis il y a un problème de financement, il y a un problème aussi de valorisation de l'activité, c'est-à-dire Paul Jiménez parlait ce matin de, je pense, la prestation intermédiaire, c'est-à-dire qu'un acte d'ETP est... D'abord, il rapporte peu en termes, si on peut utiliser le mot rapporter, mais voilà, il faut que ce soit attractif à la fois pour l'hôpital, pour les équipes soignantes. Il y a du temps qui est dédié et ce temps, il doit être valorisé à la hauteur à la fois du temps, de l'investissement et de ce qu'il permet de faire avec les malades. Donc, c'est pas valorisé, cette activité, et pas suffisamment valorisé. Et puis, il y a un problème de disponibilité du personnel soignant qui a déjà beaucoup de casquettes et de fonctions. Et voilà, en plus, on voudrait qu'ils fassent de l'ETP et c'est pas toujours compatible. Donc, on voit bien que même si c'est dans la loi depuis 2009, eh bien, c'est pas encore intégré aux soins de façon systématique, même aussi pour les maladies chroniques fréquentes. Mais néanmoins, on a des leviers dans les maladies rares, comme dans toutes les autres pathologies d'ailleurs. Mais l'un des leviers, et c'est très important, c'est la création de ces filières de santé maladies rares qui ont eu lieu 2014-2015. Donc, pour information, elles ont fait déjà un certain nombre de choses, et notamment, il y aura le lien tout à l'heure, il y a un site ETP qui recense tous les programmes d'ETP pour les maladies rares qu'elles ont réalisés. Alors, ce site est à renforcer, à exploiter, à étendre peut-être à d'autres actions, je dirais, d'accompagnement et d'éducation thérapeutique, mais c'est déjà très bien, et on peut y trouver beaucoup d'informations. Il est important peut-être aussi que les filières, elles peuvent aussi faire en sorte que les programmes de TP soient intégrés dans les PNDS lorsqu'ils existent, les programmes et les PNDS. Et puis, voilà, c'est aussi un lieu où on peut partager des outils entre différentes pathologies, différents centres de référence. On peut faire de la coordination. Et puis, elles sont là aussi peut-être pour proposer, sur des thématiques communes au sein de leur filière, des programmes d'ETP qui, du coup, pourraient permettre de rassembler plus de patients et pas être centrés sur une pathologie, mais sur un groupe de pathologies. Là, il y a un vrai débouché. Et puis, il y a des leviers en région. Et là, nous sommes dans la région Grand Est. Donc, parce que c'est très important, en fait, on le voit, les patients ne traversent pas la France pour suivre un programme d'ETP. Déjà, il faut souvent qu'ils traversent pour aller voir leur médecin spécialiste. Alors en plus, il faut faire plusieurs séances. Ce n'est pas réaliste de penser que ça va se faire. Donc il faut développer l'ETP en proximité et aussi en dehors de l'hôpital. C'est très important. On n'a pas toujours envie de revenir à l'hôpital. Donc, pour cela, un des leviers, évidemment, c'est l'Agence régionale de santé. Elle peut inclure l'éducation thérapeutique du patient dans le projet régional ou le plan régional de santé. Et puis, vous savez qu'il existe dans la plupart des régions un référent maladies rares. Et puis, il y a aussi dans certaines ARS des référents ETP. Ces personnes sont mobilisables et doivent être mobilisées pour favoriser l'essor de l'ETP dans les régions. Et puis, c'est aussi des structures, le niveau qui permet de coordonner les acteurs et les actions
pour mutualiser, on en a parlé aussi ce matin. Et puis il y a aussi d'autres ressources, ce sont les unités transversales d'éducation thérapeutique, UTET ou UTEP, c'est un peu la même chose, qui sont dans les CHU et qui sont là pour elles ont vraiment, ce sont des structures qui sont là pour apporter leurs compétences et leur soutien. Et elles ne développent pas les programmes en tant que tels, mais vraiment c'est un support important et un maillon important qui peut permettre l'aboutissement d'un programme de TP. Les délégués régionaux de l'Alliance, qui sont investis et qui aussi connaissent un certain nombre d'acteurs, peuvent les mettre en lien, parce que créer du lien, c'est important dans cette discipline, si on peut appeler ça une discipline, pour coordonner les actions. Et puis aussi des lieux peut-être où on peut voir émerger plus d'éducation thérapeutique et qui peuvent s'emparer en tout cas de cette thématique. Ce sont les réseaux de santé. Les PTA, ce sont les plateformes territoriales d'appui qui sont en train de se structurer dans toutes les régions. Pourquoi pas les maisons de santé? Et puis, très important, pourquoi ne pas faire des ponts entre des programmes, en tout cas, ETP maladies rares, maladies chroniques et maladies rares. Il peut y avoir des thématiques, on n'est pas obligé de suivre l'ensemble du programme, et peut-être que sur 2-3 thématiques, ça aurait du sens. Et voilà, mettons en lien les personnes pour favoriser l'accès à une éducation thérapeutique pour les personnes atteintes de maladies rares. Et puis, l'Alliance, elle essaie aussi de réfléchir sur du plus long terme. Et là, voilà, je vous ai rassemblé un peu sur cette diapositive un certain nombre d'idées et de suggestions. Voilà comment on pense que c'est très important de réfléchir à une vraie stratégie nationale d'information. On en parlait ce matin avec Maladies Rares Info Service, mais ça concerne aussi l'éducation thérapeutique du patient. Des formations à la fois des formations mixtes, soignants, patients, experts, les formations des professionnels de santé, une stratégie de communication et de sensibilisation à l'ETP pour que quelque part, peut-être dans 5 ans, on arrive à, pourquoi ne prescrirait-on pas de l'ETP au même titre qu'un médicament? Il va falloir peut-être aussi penser à adapter la réglementation, le cadre réglementaire aujourd'hui défini par la loi en 2009 aux spécificités maladies rares, notamment en permettant l'extension des programmes existants dans une région aux autres régions sans être obligé de refaire le dossier. C'est une demande forte. Peut-être faut-il aussi assouplir la file active. Quand on est trop peu nombreux, on ne réussira pas à faire un groupe suffisant, mais bon, néanmoins, est-ce qu'il faut se bloquer par rapport au nombre ? Et n'est-ce pas important de faire quand même quelque chose, même si on est moins nombreux? Diversifier les financements, les programmes pour les aidants familiaux, majeurs. Bon, on en reviendra, je pense qu'on en reparlera dans la table ronde. Inclure systématiquement, dès le début du projet, une association quand elle existe ou un patient expert quand c'est possible. C'est capital. Développer les études en sciences humaines et sociales aussi pour voir l'apport de l'ETP. Ça, c'est des choses qui sont très, très peu faites et on espère que d'ici 5 ans, on saura un peu mesurer qu'est-ce qu'apporte vraiment l'ETP. Et puis, il faut penser aussi à de l'IETP ou à du digital parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont de toute façon trop éloignées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. J'ai 2 micros. Donc, ici, vous avez juste 3 liens sur le site internet qui recense tous les programmes d'ETP pour les maladies rares. L'Alliance, ce sont des outils. Donc l'Alliance qui a édité un guide en 2014 qui a été révisé l'an dernier sur la pratique de l'ETP, notamment dans les maladies rares, dans notre champ. Et puis, il y avait eu un forum aussi en 2014 et on a fait des actes et c'est très inspirant. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez le relire. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, maintenant, je vais me tourner vers les personnes qui sont à côté de moi. Vous avez tout dit, on n'a plus rien à dire. Ah, mince alors. Oh non. Alors, là, je peux vous en parler encore beaucoup plus longtemps, faites attention. Hein. Alors, vous avez un micro? Donc là, je vous ai un peu présenté le cadre général, mais du coup, j'aimerais revenir avec vous. Vous avez tous des postures différentes, puisque Madame Begdad, elle est à la fois maman, patiente et responsable d'une association.
et vous avez suivi un programme de TP. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, le TP, et aussi par rapport à votre association? Elle s'est investie dans le TP. Et qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, en fait, dans notre association, notre maladie est rare, comme toutes les autres maladies rares, bien sûr, et on s'est retrouvés confrontés à beaucoup de familles éloignées des centres de référence et qui ne pouvaient pas se déplacer. Le déplacement est très, très difficile. Et on a eu la chance de travailler avec l'équipe de MASU à Lyon, qui était très à l'écoute et qui nous ont justement, on a travaillé avec eux pour créer, quand on a entendu parler de l'ETP, on a été tout de suite les premiers en fait à dire super, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et c'est vrai qu'ils nous ont préparé le cadre dans lequel on pouvait intervenir, parce que le recrutement des malades se faisait par le biais de l'association. Donc on a vraiment participé dans le... Alors mon association, c'est l'Association française des syndromes d'Ehlers-Danlos. Et en fait, on a été tout de suite partant, donc, et j'ai pu bénéficier justement des premières sessions, parce qu'on faisait 3 sessions par an. La première, je l'ai faite en tant que maman. J'ai 3 enfants malades, donc mineurs, parce que l'inclusion était faite uniquement aux adultes. Donc eux, ils n'y avaient pas droit. Moi, j'avais vécu avec la maladie sans la connaître, donc je vivais avec sans me poser de questions, mais c'était très difficile de m'occuper de mes 3 et de répondre justement à leurs questions. C'est très intéressant, déjà, en tant que maman, parce que, en fait, le TP, quand on part vraiment avec, moi j'appelle ça une mallette à outils. On est armé. Parce qu'on arrive avec nos symptômes, nos a priori, nos peurs, nos craintes, mais on repart. En plus, on est un groupe de 8 à 10 dans lesquels participent des malades et leurs familles. Donc chaque personne a le droit d'avoir une personne avec elle, qu'elle choisit elle-même, et qui participe. Et les ateliers sont différents. Donc les malades ont des ateliers spécifiques par rapport à leur maladie, et l'accompagnant aussi est là, un programme à lui aussi. Donc il y a des programmes communs, mais il y a des programmes différenciés. Puis après, je suis revenue, ça m'a vraiment intéressée, parce que j'étais partie très très contente, parce que je pouvais répondre. Parce que des fois, vous savez, quand vous avez un symptôme, vous, malade, et quand votre enfant vous le dit, mais dit oui, mais c'est normal, parce que vous l'avez vécu, donc vous n'arrivez pas à lui répondre. Alors que l'ETP m'a apporté quand même des billes pour pouvoir leur dire pourquoi ils ressentent ça. Parce qu'on se repère toujours par rapport à soi quand on est malade, des parents de malades. Mais là, on apprend quand même comment gérer et comment les aider aussi, eux, à gérer leur situation. Puis après, j'ai redemandé à faire de suivre un programme pour moi, personnellement. C'était encore enrichissant parce que c'était un autre groupe. Et puis après, j'ai été amenée à faire Fil Rouge. Parce que notre association, on avait eu beaucoup de demandes, et c'est vrai qu'on s'est lancé. Alors, qu'est-ce que ça a apporté à notre association? En fait, notre but, c'était quoi? Aider les malades. Et on a quand même pu aider plusieurs familles éloignées. On a eu des cas extraordinaires, on a pu régler des problèmes qui sont cumulés pendant des années et des années. Parce qu'à la fin du programme, on a une journée qui est réservée uniquement à 2 psychiatres ou psychologues, donc les malades et les aidants. Et c'est là où tout explose. Et c'est très, très, très important. On a eu vraiment des cas extraordinaires qui se sont résolus en 1 semaine. Donc une souffrance de plusieurs années. Donc c'était vraiment... Et quand on a vu au fil des années, on s'est rendu compte que c'était important de le faire, parce que personne ne le faisait à notre place. On n'est pas une maladie chronique. On avait de la chance d'avoir une équipe médicale qui nous suivait, parce qu'ils le faisaient sur le temps de repos, sur leur week-end. Donc c'est très important pour nous. Voilà. Ça, c'est très important. Et alors, du coup, je me tourne vers vous, docteur de Saint-Martin. Elle dit une équipe qui nous suivait. Vous travaillez à l'hôpital de Strasbourg et vous animez justement des programmes de TP sur les maladies rares. Qu'est-ce que, peut-être vous, ça vous apporte à titre personnel, mais aussi, du coup, à votre équipe et peut-être plus largement à votre établissement? Alors déjà, très modestement, nous avons démarré il y a 2 ans à un rythme lent, parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans le cadre du centre des références. Les épilepsies rares regroupent beaucoup de patients différents, beaucoup de maladies différentes, du tout petit, du nouveau-né jusqu'à l'adolescent. Et effectivement, le travail de TP, c'est par intérêt personnel et parce que j'en avais entendu parler par mes collègues. On a une UTEP qui est quand même très active sur l'hôpital de Strasbourg, et mes collègues travaillent déjà en pédiatrie beaucoup dans les maladies chroniques fréquentes, en diabéto, dans les Mickey ou dans
d'autres maladies plus fréquentes. Et il y avait cette idée, cette culture déjà qui était là dans le CHU. Et donc pour les épilepsies rares, on a dû solliciter, sans infirmière dédiée, on a dû solliciter des soignantes d'une équipe qui déjà sur leur motivation propre ont accepté de faire des heures supplémentaires pour travailler dans ce domaine. Et il a fallu que les cadres acceptent de les dégager, c'est beaucoup de temps. Et puis elles ont elles-mêmes compris l'intérêt, se sont appropriées. L'objectif c'était aussi de s'approprier ces maladies, les symptômes. Elles allaient aussi rencontrer des familles, rencontrer des enfants, fabriquer des outils ensemble. Et nos objectifs, initialement, se sont portés sur des préados, c'est-à-dire qu'on s'est dit c'est là le cœur de l'ETP pour un futur adulte qui va devoir s'approprier sa maladie, qui a parfois démarré depuis très très longtemps, mais qui vit un peu passivement, qui vient aux consultations, qui ne sait pas trop pourquoi il doit prendre ses médicaments et qui fait plein d'examens. Et puis un jour, il va être adulte. Donc on s'est dit on va cibler ces enfants entre 11 et 13 ans autour initialement d'épilepsie fréquente et ensuite d'épilepsie rare dans la sclérose tubéreuse, qui est une maladie quand même très complexe pour ces enfants qui vont avoir plusieurs pathologies d'organes, plusieurs examens à faire, des symptômes nouveaux à l'âge adulte. Donc ça peut être très lourd pour eux. Et comment les sensibiliser? Et le format de l'atelier collectif a été assez extraordinaire parce que, au-delà de l'éducation formelle, il y a eu de la rencontre. Il y a eu de la rencontre entre des adolescents qui se croyaient seuls, des adultes qui sont venus, qui ont fait plus de 100 km, des parents qui finalement voulaient rencontrer d'autres familles, et des soignants et des enfants, des soignants et des parents. Nos collègues généticiens, cliniciens qui sont très partants ont été tout à fait présents et ont pu répondre aussi aux questions, les collègues néphrologues. Donc c'est vrai que c'est des temps très riches et à l'issue d'une expérience telle, on a envie de reprendre, de recommencer. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le positionnement des familles et des enfants, des adolescents qui, aux consultations suivantes, sont venus beaucoup plus concernés. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que je prends ces traitements? En posant des questions, etc. Voilà. Donc, au-delà des objectifs formels de l'ETP, il y a tout ce qui est, je dirais, implicite dans la rencontre, toute cette dynamique qu'on ne peut pas mentionner, mais qui est essentielle. On travaille aussi avec une psychologue aussi, on travaille avec le thermomètre des émotions. Enfin, elles ont imaginé des tas d'outils, les soignants sont très créatives. Mais c'est vrai que tout cet implicite-là, cet humain, qui finalement n'est pas délivré par le net, hein, où on a beaucoup d'informations, et cet humain-là, il est essentiel. Voilà. Donc, on continue. Même si c'est difficile, on continue. Oui, l'humain est essentiel. Effectivement, si vous êtes tous réunis, je pense qu'aussi c'est parce que vous avez besoin de rencontrer des autres et d'échanger avec eux et d'avoir des émotions. Et je pense qu'avec Xavier et Coquet, on partage aussi ce vécu, puisqu'on s'est formé un peu au même endroit, en partie à l'éducation thérapeutique de patients. Vous êtes, on peut dire, au départ patient ressources, mais vous êtes devenu enseignant-chercheur à l'université Pierre et Marie Curie. Comment est-ce que vous pouvez, votre point de vue du coup, par rapport à l'éducation thérapeutique, en tant que justement patient expert qui est devenu, est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que ça a chamboulé, apporté? Alors, en 5 minutes. Court. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc moi, je représente l'université des patients, donc à la Pitié-Salpêtrière, peut-être le plus grand hôpital d'Europe, je crois, je ne sais plus. Donc c'est vraiment une innovation qui est assez intéressante puisqu'on diplôme les patients. Voilà, il y a un diplôme. Et il y a donc un DU d'éducation thérapeutique. Ça ne remplace pas les 40 heures, il faut faire les 40 plus le DU, il me semble, si ça n'a pas changé depuis. Et c'est l'un ou l'autre? On choisit. Bon, et puis, il y a aussi le master en santé. Et puis, il y a 2 autres créations qui sont un DU en démocratie en santé pour les représentants des usagers, ou pas d'ailleurs. Hein, ça permet de connaître les outils qui permettent de faire bouger les lignes dans le système de soins. Et puis, il y a un DU d'accompagnant au parcours de soins en cancérologie. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est extrêmement nouveau. On essaie de faire monter les personnes en conséquence. Donc, voilà. Donc, moi, je suis un vieil activiste dans le domaine du VIH, donc je suis un super vétéran. Voilà. J'aurais pu être dans le film. Voilà. Bon, c'est bon. Et donc, la question, pour répondre à votre question. La question, c'est du coup, par rapport à l'ETP, c'est quoi, en fait, si je résume, la valeur ajoutée du patient ressources, expert, intervenant,
qu'est-ce que ça apporte vraiment? C'est quoi son C'est essentiel le cœur de son rôle? C'est essentiel. L'ETP, c'est un vilain mot, un gros mot. Éducation. Là, on va là, clac, t'as pas appris tes leçons et un coup de règle. Non, et heureusement, c'est pas ça. Et comme vous l'avez bien souligné, c'est vraiment une posture et c'est des méthodes pédagogiques modernes. Hein, c'est pas du descendant. Alors, je voudrais souligner, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais souligner des choses très importantes. C'est que l'ETP ne doit pas être hors sol. Hein, suspendu en l'air. Brusquement, il y a un service hospitalier aussi magnifique et brillant puisse-t-il être, qui dit « Zut, on a oublié l'association de patients, vite, qui est-ce qui peut le faire ?» Non, ça se fait parce qu'il y a un processus de travail qui est fait au quotidien, de préférence, enfin le plus souvent possible, avec le service. Il ne faut pas que ça vienne comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors ça peut être l'opportunité de démarrer une collaboration, mais ça doit être fait dans un esprit de long terme, pas juste... On fait juste le programme parce que ça permet de raccorder les petits morceaux de sous, de machin, etc., du truc qu'on a envie de faire, etc. Il faut vraiment que ça soit dans un ensemble de relations que les services ont avec les associations et les patients, parce que tous les patients ne sont pas forcément dans une association. Donc plus vous allez créer d'interaction avec les patients, et vous, patients, plus avec, nous, patients, plus on crée d'interaction avec les professionnels de santé, pas seulement les médecins, hein, les infirmières, il y a aussi l'industrie pharmaceutique, etc. Plus on va pouvoir faire, et les pharmaciens, voilà, plus on va pouvoir avoir un environnement qui rend service aux personnes, et plus les personnes vont pouvoir s'autonomiser. Donc c'est le sens de l'ETP. Alors ça me paraît vraiment essentiel. Moi, j'ai pas eu trop le temps de faire tout le parcours, puisque je faisais déjà de l'ETP un peu en sauvage, et où on a toujours essayé de... avant que ce soit complètement labellisé, et on a essayé de faire monter les personnes en autonomie pour qu'elles puissent, dans la relation avec leur médecin, être dans un dialogue, et pas dans « ah, j'ose pas lui poser des questions », enfin bon... Vous connaissez un petit peu le système. Donc tout ce qui peut permettre, toutes les techniques, il y en a plein, vous en avez cité plein, gestion des émotions, etc., qui permettent de rendre la personne autonome dans une société où on est quand même bien individualisé et bien soumis à une espèce de hiérarchie implicite depuis l'école. Ça permet que son suivi soit bien meilleur et qu'il fasse remonter sur les informations. Autre chose, ce sera le mot de la fin, pour moi, le patient, c'est une ressource. Il faut vendre, il faut valoriser ça. Nous sommes des ressources pour la santé. On a fait bouger les lignes, vous êtes en train de les faire bouger. Nous sommes des ressources pour l'amélioration de la santé de la population, et qui dit une population en meilleure santé, dit une population plus riche, donc un pays plus riche. Voilà. Donc, s'il y avait des gens qui se posent encore des questions, il y a des pistes d'amélioration de la productivité qui sont à ce niveau-là. Voilà. Justement, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Xavier. C'est à la fin de notre programme de TP, on fait un bilan et on part avec un document pour nous qu'on peut présenter aux pharmaciens ou aux médecins traitants. Et l'hôpital envoie un document au médecin traitant en lui disant la personne malade qui est chez vous, qui est suivie par vous, elle a suivi un programme, elle connaît ses besoins de soins, et ça permet au médecin traitant de vous écouter. Et à partir de ce moment, sincèrement, moi je l'ai constaté avec mon médecin traitant qui ne connaissait pas du tout ma maladie et qui n'avait aucune envie de se former, il me l'a dit clairement, mais quand il a reçu le document, il m'écoute mieux qu'avant. Il me dit, vous connaissez mieux votre maladie que moi. Et du coup, la relation qui s'est établie entre lui et ma famille a été encore meilleure. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, j'ai trouvé cette expérience, cette remarque absolument exceptionnelle. Nous, on l'avait découvert quand les patients ils arrivaient avec la petite liste de tous les médicaments dans le VIH. Hein, on avait fait un petit livret. Et alors, je leur disais, vous en donnez un à votre médecin, si vous pouvez. Si vous n'osez pas, vous le sortez de votre sac à main, puis vous le faites tomber. Et c'est l'effet, Stanley Milgram et quelques autres en sociologie l'avaient bien montré, c'est le médecin va changer de discours. C'est-à-dire qu'il va vous donner des mots plus compliqués, il va prendre en considération un certain nombre de choses, et il y a un effet magique à ce niveau-là, et c'est un petit peu de ça dont on veut parler, mais vous allez encore plus loin, et ce serait intéressant, c'est d'avoir effectivement
pas un label patient, patient formé, mais quelque chose comme ça, en tout cas, sensibiliser les médecins pour leur dire, vous avez en face de vous des patients qui comprennent, et qui peuvent comprendre, et même qui sont des ressources, ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que il y a quelque chose à travailler, à revendiquer collectivement là-dessus, en disant, pour après que les médecins, parce que ça montre aussi leur intérêt de la pratique, hein, c'est plus intéressant, puissent prescrire. Et je pense que c'est aussi une revendication. L'ETP devrait être prescrit et remboursé. Voilà, c'est un acte, il y a une prescription d'une démarche qui va permettre de gagner du temps pour tout le monde dans la filière. Absolument. Et c'est vrai que l'ETP vraiment permet de... en tout cas, cette nouvelle notion, enfin je dis nouvelle, relativement nouvelle, mais quand même, ça va induire petit à petit vraiment un basculement de la relation entre le médecin et le malade. C'est vrai que surtout dans les maladies rares, c'est des maladies complexes et les médecins sont très spécialisés et connaissent énormément de choses, sur plusieurs maladies en plus, pas que sur celles qui vous concernent, mais on le voit dans les filières. Voilà, ils s'occupent de je ne sais pas combien de maladies différentes. Enfin, si je vous demande, je ne sais pas combien de maladies vous avez en tête que vous devez savoir diagnostiquer, etc. Et pour autant, le malade, lui, sur sa maladie, eh bien, il en connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, ils ne sont pas tous patients ressources, ils n'ont pas tous envie, en tout cas, de devenir ressources pour les autres, mais pour eux-mêmes, souvent, ils sont ressources. Il faut renforcer. Il faut renforcer ça avec l'ETP et ça implique petit à petit un basculement, comme Zakia l'a très bien rappelé, voilà, où mais finalement, vous en connaissez beaucoup. Eh oui, oui, oui. Mais on n'ose pas le dire. C'est vrai, souvent, on est assez... La formation des jeunes médecins, on leur transmet qu'effectivement la famille, le patient avec maladie rare, les parents avec maladie rare ont des informations qu'il faut être curieux, qu'il faut aller les chercher. Je crois sans attendre même que la personne ait suivi un programme de TP. On essaie de plus en plus de développer ça et ce partenariat, finalement, c'est un partenariat parents et médecins. Ça, je crois que c'est important. Oui, tout à fait. Alors bon, ben là, je pense que tout le monde est convaincu. On va tous aller tout de suite se lancer dans l'ETP à fond. Mais après, dans notre région, qui nous concerne, hein, parce que là, on est dans la région Grand Est, voilà, ce qui est important, c'est là, peut-être encore sur 10 minutes, un quart d'heure, de générer des idées. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mobiliser pour favoriser l'essor de programmes d'ETP dans cette région où on voit quand même il y a une sensibilisation aux maladies rares, il y a des ressources. Vous, docteur de Saint-Martin, qu'est-ce que vous verriez d'abord, quelles difficultés rentrez-vous peut-être pour grossir, je dirais, cette activité éducation thérapeutique? Et puis, quelles ressources vous pourriez mobiliser? De quoi auriez-vous besoin? Vous avez déjà bien explicité les choses. Il y a le facteur temps, bien évidemment, hein, parce que coordonnateur de centre de référence, il y a beaucoup de missions. Mais le facteur temps humain, c'est vrai que les infirmières de coordination sont des postes clés. Et là, on a la chance d'avoir enfin quelqu'un. Les facteurs, dans les freins, dans les leviers, par contre, il y a la mise en commun, et vous l'avez dit aussi, d'outils et de pratiques, de lieux. Et ça, dans les CHU, ça se fait de plus en plus. Et même à l'échelle d'une région, les UTEP sont transversales. Elles essaient de fédérer un petit peu toute pathologie confondue, notamment pour l'enfant, des outils communs. Donc, on essaie de partager des expériences. Ça, c'est très important. Je dirais, après les leviers... Alors, les freins ne se situent pas au niveau des familles. Et là, j'ai vraiment vu la différence entre l'atelier collectif pour des enfants épileptiques tout venant, où là, finalement, les gens venaient traîner un petit peu du pied, et l'atelier collectif pour des familles avec maladies rares. Alors là, on a vu que de 100 km, les gens venaient, même prévenus un mois à l'avance, arrêtaient de travailler pour venir. Donc le frein ne vient pas des familles. Ça, j'ai bien compris. Parfois des ados. Alors on a des ados qui arrivent, qui sont tirés par les parents. Normalement, on ne devrait pas d'ailleurs les tirer. Ils devraient être toujours volontaires. Je crois pas, alors ils boudent, et puis à la fin de l'atelier, ils ont échangé les numéros de téléphone avec les autres, enfin on voit toute cette dynamique. Voilà. Mais en termes de freins, effectivement, c'est plus institutionnel, c'est le temps, bien évidemment, et
On espère avoir de l'aide. Après, on échange aussi nos programmes avec nos collègues dans le cadre du centre de référence. Moi, je donne très facilement, enfin, je ne devrais pas le dire à l'ARS, mais voilà, on échange nos programmes pour que ce soit efficace, hein, et pour réduire le temps de conception des programmes, pour qu'on puisse diffuser ces programmes. Ce n'est pas secret, c'est pas, voilà. Il faut que ça se monte le plus possible. Et c'est ça, et dans le cadre du centre de référence, on va travailler, on a un groupe de travail pour échanger nos outils, etc., au niveau national, du coup. On va essayer. Je vais vous poser... Dernier frein, c'est la remarque des parents. Lorsqu'ils sont venus avec leurs ados, ils nous ont dit, mais si vous nous aviez proposé ça quand nos enfants étaient petits, qu'est-ce qu'on aurait été content. Et donc, c'est le problème des programmes des aidants. C'est-à-dire qu'en théorie, on n'est pas censé faire de programme pour des parents de jeunes enfants, puisque c'est l'enfant qui est au cœur du programme. Et pour le Dravet, on a fait aussi des ateliers avec des parents de jeunes enfants, avec des médecins de SAMU. C'était très intéressant, parce que les médecins de SAMU ont aussi appris la vraie vie avec les parents, et ça, c'était très bien. Voilà, donc il y a le problème des aidants, et il faut absolument que ce soit quelque chose d'encadré, de reconnu. Alors, juste pour... Xavier, je vous laisse la parole. Mais effectivement, il y a deux choses que vous avez dites, que j'ai dites au départ, mais j'insiste. Important de développer des programmes sur des aidants, ou en tout cas pour ces personnes-là. Parce que ce n'est pas à 20 ans qu'on va qui va tout d'un coup devenir acteur de sa maladie si il n'y a pas eu ce travail préliminaire avec le parent au sein de la cellule familiale. Et puis l'autorisation des programmes, c'est très important. C'est une demande qu'on a faite très forte qui devrait être inscrite dans le 3e plan. Donc, voilà. Je voulais juste, toujours pour revenir sur ma marotte, entre guillemets, sur que le TP s'inscrive dans un ensemble plus vaste, en particulier, je voulais vous poser la question sur vos maladies rares. Est-ce que vous avez des plateformes d'échange dans lesquels vous allez mettre les témoignages? Alors je sais que ça existe dans certaines maladies, des témoignages, je vis avec, voilà comment ça se passe, voilà mes questionnements. Donc ça, c'est le premier niveau. Puis l'autre niveau, c'est les plateformes collaboratives qui commencent à émerger, où je vais mettre des documents qui me paraissent importants, des articles de presse ou des articles scientifiques en anglais, où j'ai traduit un article, etc. Donc voilà, ma question, c'est est-ce que vous avez pensé à cet environnement, ces outils collaboratifs qui existent maintenant sur Internet? Il y en a plein que je ne connais pas encore, mais je sais que j'en maîtrise au moins 2, et il y en a qui sont gratuits en plus. Voilà, je vais vous poser la question, je ne sais pas si vous avez ça. Je ne sais pas si c'est structuré, mais en tout cas, on prend note. Alors, il y a une dame qui veut peut-être répondre dans la salle. Merci. Bonjour. Je suis maman d'un garçon qui a une dysplasie spondylo-épiphysaire, donc il est de petite taille. Et dans cette association-là, il y a donc des échanges au niveau avec Internet. Par contre, il y a aussi, une fois par an, un rassemblement des personnes de petite taille. Et là, il y a beaucoup d'échanges. Il y a d'ateliers parents-ados, parents-enfants. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences qui s'échangent. Et il y a les nouveaux arrivants qui sont là avec leurs petits-enfants. Et je pense que ces échanges-là, c'est vraiment essentiel. Parce qu'on est entre nous, parents, enfants, et tout le monde repart avec des réponses à certaines questions. Et après, les échanges continuent. Par exemple, pour les ados, ils se sont échangés leurs mails et tout. Et je pense que ce rassemblement-là, il est attendu tous les ans par tout le monde. Mais Zakia, peut-être vous pouvez rebondir sur cette question, parce qu'au niveau d'une association, ce genre de rassemblement est assez, je dirais, fréquent. Mais qu'est-ce que peut faire en plus une association justement, lorsqu'il n'y a pas de programme de TP, qu'est-ce qu'elle peut faire en plus? Qu'est-ce qu'elle peut proposer? Ou quel intérêt aurait-elle à se former, ou à en tout cas s'emparer de cette question, à être un peu l'aiguillon des médecins traitants, des médecins spécialistes du centre de référence?
Nous, dans notre On a une mission là-dessus. Oui, nous, dans notre association, on a eu de la chance d'avoir des médecins concernés par la maladie au départ. Avant l'existence de l'ETP, on a un médecin rattaché qui est elle-même malade, qui déjà répondait aux questions et qui gérait des groupes. À l'époque, c'est sur Internet des échanges privés, donc, où les gens pouvaient poser des questions, elle les aider sur les soins, sur ce qu'elles devaient choisir. Et on faisait aussi régulièrement, une fois par an, justement des rencontres, familles, ados, enfants. Et c'est vrai, lors de ces rencontres-là, il y avait pas mal d'échanges, même sur les méthodes, parce qu'on faisait, le matin, il y avait des présentations médicales, mais l'après-midi, on faisait beaucoup d'ateliers. Et on variait les thèmes pour justement qu'il y ait un maximum d'échanges sur les soins. Des fois, on avait choisi le thème, par exemple, massage par rapport à la douleur. On a choisi maquillage, l'esthétique. Donc, c'était important dans certains types de notre maladie. Donc, on a essayé de faire au mieux pour aider les malades avant l'existence de l'ETP. Mais avec l'existence de l'ETP, nous, on a vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gens avaient besoin de témoigner juste après. Ils étaient tellement contents. Donc, on avait des articles dans le journal. Et la rencontre d'après, donc, ils étaient tous là pour remercier l'association de leur avoir permis, parce que les freins justement pour l'ETP, il y a la disponibilité des médecins. Nous, on a eu de la chance d'avoir une équipe vraiment dévouée et disponible. C'est vraiment, ils sont extraordinaires. Le financement, on n'a pas eu de problème de financement. On a eu pas mal de gens actifs qui ont pu nous récolter des financements, et on avait eu un budget annuel pour l'ETP. Donc on pouvait le faire sans aucun problème. La Sécu ne remboursait pas le déplacement. Donc en fait, on est arrivé à payer tous les frais des malades et de leurs aidants pour qu'ils puissent bénéficier de l'ETP. Et là, on a trouvé ça lamentable. Alors maintenant, on a changé de formule parce que l'équipe médicale a trouvé ça impossible. Sur le long terme, ce n'était pas possible. Du coup, maintenant, on est passé en hospitalisation de la semaine. Mais au départ, il a fallu payer aux malades les trajets, l'hôtel, tout, la nourriture, tout le déplacement a été pris en charge par l'association. Donc là, ça fait un frein financier déjà pour l'équipe. Et le deuxième frein qui est le plus important, c'est le dossier lourd. En fait, j'estime qu'à partir du moment qu'il y a une équipe qui a mis en place ce programme, pourquoi elle n'a pas le droit de le passer aux autres hôpitaux? Parce que nous, on a un seul programme à Lyon. Les gens de Paris ne vont pas aller à Lyon, alors que le centre de référence, il se trouve à Paris. Parce que nous, notre programme, il est dans un centre de compétences. Bon, là, actuellement, avec Georges Pompidou, on essaie de le faire pour le vasculaire. Mais moi, je me rappelle du dossier qu'on a présenté à l'ARS, mais c'était un pavé. Et on a eu de la chance d'avoir un malade médecin. Sinon, nous, personnellement, on n'aurait pas pu le faire en tant qu'association. Voilà. Ici, pardon. Oui, voilà. Alors, j'ai vécu une expérience et justement, j'aimerais pouvoir en parler. Simplement, on a eu comment ça s'appelle ? Un séminaire pendant une semaine sur le spina bifida, dont je suis porteuse. Et nous avions un couple, une sexologue et lui était psychologue, je crois, ou inversement. Et a priori, nous, quand on les a rencontrés, on était une dizaine, on s'est tous posé la question de savoir si c'était des professionnels du spina. Parce que, alors, très clairement, ils nous ont montré tout sauf ça. C'était la sexualité et vie amoureuse de la personne porteuse d'un spina. Et on avait des groupes, nous étions un groupe où il y en avait qui avaient une vie amoureuse, une vie sexuelle, et il y en a qui n'avaient rien de tout ça. Et franchement, alors, moi qui ai une grande bouche, je leur ai dit simplement que je leur ai fait comprendre que ce qu'ils nous montraient servait à rien, parce qu'ils nous ont montré la vie sexuelle des oiseaux et la vie sexuelle des enfants dans les pays qui sont exploités. Donc j'ai un peu poussé un cri et je leur ai dit, messieurs, dames, franchement, vos trucs, ça sert à rien. Donc on a mangé du spina bifida de 8h du matin à 10h du soir pendant une semaine. Mais que sur des trucs comme ça. Donc c'est sympa de faire des forums, des formations, des choses comme ça, mais si on n'a pas de professionnels en face de nous, perso, ça sert à pas grand-chose. Si je puis me permettre. Oui, alors ça souligne ça, l'importance que vous soyez mis dans la boucle pour préparer
pour préparer ces formations. Je suis bien d'accord avec vous, oui, mais hein, on n'a pas été prévenus. Non, mais voilà, c'est parce que sinon, ça tombe à côté, même avec les meilleurs. Moi j'ai même essayé, hein, j'ai fait tout ça dans mon coin, super méthode qui tue d'un mort et tout. Elle est très bien sur le papier, elle est très bien avec d'autres groupes, mais si le groupe n'est pas prêt, il n'y a pas au moins quelques éléments du groupe qui ne l'ont pas préparé un peu avant, ça tombe à plat, pouf. J'étais un peu blême, donc je ne referai plus. Bon, je savais un peu dans quoi je me lançais aussi, mais donc c'est important parce qu'on peut tomber vraiment, vraiment à plat, même si le sujet peut être tout à fait passionnant en lui-même, mais en l'occurrence, ça ne correspond pas aux besoins des personnes. Et si ça ne correspond pas aux besoins des personnes, les personnes ne vont pas être à l'écoute. Donc moi, j'utilise une technique quand il y a des groupes comme ça ponctuels, c'est que je commence mes sessions, non pas par un discours, mais par poser des questions. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors je leur dis en 3 minutes mon champ de compétences et voilà. Et c'est beaucoup plus intéressant. Vous êtes à peu près sûr que les gens dans la salle vont vous écouter parce qu'ils attendent la réponse à un certain nombre de leurs questions. Voilà. Alors nous avons fait un questionnaire. Avant de partir, on avait un questionnaire de 5-6 pages à peu près sur notre maladie, de ce qu'on savait, tout ce qui était médical et vie sexuelle, vie amoureuse. Bon, ça pourquoi pas. On arrive là-dedans, on a un questionnaire, alors bien plus poussé que tout ça. Donc pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont jamais eu personne, qu'est-ce que vous avez ressenti? Combien de personnes vous avez eu dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu avec? Moi, quel moral régulièrement, je vous jure qu'il y en a un que j'ai bossé. J'ai fait un peu psychologue de tout le monde. C'était super. Ouais. Et vous soulignez encore une fois, effectivement, les questionnaires avant, les questionnaires après, ils doivent être préparés avec les personnes. Mais ça, c'est vrai qu'en termes de ressources humaines, on a beaucoup de mal. C'est un des points de vigilance. Parce que d'abord, les questions, effectivement, peuvent être choquantes au sens où elles peuvent être remuantes. Alors, c'est pas inintéressant de poser des questions remuantes, mais il vaut mieux que ça soit fait avec les personnes. Mais il y en a qui sont passés par l'humour, et il y en a qui sont passés comme moi, en gueulant. Parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais bon... Je pense que le message est très très bien passé, en tout cas, et vous avez, Xavier, vraiment, voilà. S'il y a un certain nombre de messages clés à retenir, celui-là, oui, c'est important, avant tout, de quoi les personnes que vous avez envie d'aider, d'accompagner, de soigner, etc., de quoi est-ce qu'elles ont besoin, elles ? Parce que ce qu'on imagine pour elles n'est pas toujours ce qu'elles veulent elles-mêmes. Exactement. Peut-être on a des questions dans la salle, parce qu'on a encore peut-être que 5 minutes. Alors, bonjour. Si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, alors bonjour. Véronique Arnoux, je suis déjà présentée ce matin pour l'association Algie Vasculaire de la Face. J'ai été formée, j'ai fait la formation initiale d'ETP en tant que paramédicale, et je voulais dire qu'on a la chance dans le Grand Est d'être une région pilote. Il y a aussi de l'ETP qui est fait notamment en Alsace. Par exemple, on peut télécharger sur Santé Alsace, Santé en Alsace, donc un programme d'ETP qui est un référentiel en cancérologie. Donc là, que toute association, par exemple, peut se réapproprier et avoir utilisé comme base. Et on a un pôle de compétences en ETP qui est remarquable, avec des gens qui sont très très réactifs et qui sont pleins d'informations à donner. Ah bah écoutez, je ne sais pas s'il y a des personnes des filières ici qui sont encore là, mais elles étaient là ce matin. Mais en tout cas, je pense que vous avez vu ce site ETP Maladies Rares que j'ai présenté tout à l'heure. Je pense que, et on parlait tout à l'heure de plateforme, de recueil, je pense que c'est typiquement, en tout cas, le genre d'information qu'il faut à la fois centraliser quelque part sur les maladies rares. Il n'y en a pas tant que ça non plus, donc ça ne devrait pas envahir la page, mais néanmoins, ça serait important de les faire connaître. Donc peut-être les filières se rapprocher d'elles et voilà... Comment ? Le groupe interfilière sur l'ETP, voilà, ça peut lui donner matière à travailler. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que c'est plus clair pour vous l'ETP, ou alors là, pour le coup, ça vous a tout chamboulé ? Pour qui c'est plus clair ? Ah, quand même. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques questions ? Oui, madame.
Bonjour, moi je suis Céline Chenuel, je suis l'infirmière coordinatrice du centre des hémophiles qui s'appelle maintenant CRC, donc maladie constitutionnelle hémorragique. Je voulais revenir sur 2 petites choses. Enfin, nous, on a créé il y a maintenant 4 ans la possibilité sur un week-end de rassembler donc, les patients atteints de maladies hémorragiques, et on a fait ça à plusieurs villes avec Dijon, Besançon, donc Nancy et Reims, et en association avec l'Association française des hémophiles. Pendant ce week-end, donc je retombe un petit peu sur ce que vous disiez, madame, c'est la famille entière, c'est-à-dire on s'occupe des parents, mais aussi des frères et sœurs, parce qu'ils sont vraiment impactés. Et de ce fait, on les a inclus après, parce qu'on s'est rendu compte que c'était super important, de le programme qu'on avait au centre aussi. Donc c'est vrai que les aidants, pour nous, c'est vraiment important. Et encore une fois, c'est comme vous, c'est-à-dire qu'on les a bébés, et on est un centre qui fait adultes et enfants. Donc on n'a pas ce problème de transition. On a la chance de pouvoir les suivre tout le temps. Donc voilà. C'est qu'il y a de bonnes expériences aussi. Donc voilà. Oui, en fait, ce qui est important, c'est la cellule de vie. C'est pas juste une personne, le papa, la maman. Ouais. Oui, c'est la cellule de vie, et le malade, il a besoin de cette cellule entière, de toutes les personnes qui gravitent autour de lui de façon régulière, voilà, pour pouvoir donner du sens à tout ça et être plus acteur possible de sa maladie. Je vais rajouter un petit mot. Oui, sur l'ETP, elle s'est construite quand même assez récemment, même si les diabétiques avaient été probablement les premiers à le faire. Il y a encore des marges de progression, on dit, sur... oui, enfin, le premier tiers, moi, c'est bien. Donc il y a des grosses marges de progression, c'est-à-dire qu'en construisant ensemble ces programmes, en récupérant des morceaux de programme des autres et en impliquant les patients dedans, et ça c'est peut-être, en tout cas pour moi, une des parties les plus difficiles, parce que ça veut dire utiliser des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour travailler ensemble et pour intégrer des patients qui au début, on perd un peu de temps. On a l'impression de perdre du temps et on est toujours pris par le stress, les contraintes, etc. Mais en fait, ce temps, on va le rattraper derrière. Si on fait une analyse fine, on va le rattraper. Et non seulement on le rattrape en termes de temps, mais on le rattrape en termes d'efficacité. Parce qu'avoir monté tout un programme pour se retrouver avec la critique que vous avez, judicieuse que vous avez mise, c'est un peu ballot, quoi. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de ressources qui ont été dépensées pour ne pas répondre aux besoins des patients. Donc il faut faire très attention. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de marge de progression, et l'université, elle aide à la réflexion sur l'éducation thérapeutique et à former, enfin l'université des patients, et qu'on essaye d'aller plus loin. Mais bon, il n'y a pas que l'université, vous aussi. Voilà, ça va être un échange. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Écoutez, je vous remercie. J'imagine qu'on aurait pu en parler encore longtemps, mais voilà, Madame Begdad, Monsieur Xavier Recoquet et le Docteur Saint-Martin. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Et puis, j'espère que cela vous aura donné envie de peut-être comprendre plus ou de vous investir plus dans l'ETP, parce que vraiment, il y a quelque chose à faire là-dessus pour nous tous, pour le bien de nous tous. Merci.